Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres. À 8 jours de la date prévue pour les élections, le CEP s'est vu encore une fois amputé d'un conseiller. Vijonnet Desméraud, représentant de l'Église protestante, a donné sa démission. Le pouvoir législatif est reconstitué après d'un an sans Parlement. Les députés et sénateurs fraîchement élus ont prêté serment cette semaine. 6 ans après le séisme meurtrier du 12 janvier 2010, Haïti, qui est toujours sous la menace d'un nouveau tremblement de terre, a salué la mémoire des disparus en rendant hommage aux victimes. La fièvre Zika, qui sévit actuellement dans le pays, inquiète la population. Le MSPP lance un appel à la vigilance. Et dans l'actualité culturelle, la 10e édition du Festival de Jazz International s'étendra du 22 au 30 janvier prochain. À peu près 8 jours de la date prévue pour la tenue des élections, Vijonnet Desméraud, secrétaire général au CEP, a remis sa lettre de démission à l'exécutif. En effet, cela fait le 3e conseiller à remettre sa démission. Il faut dire qu'au mois de décembre, le pasteur Desméraud avait fait l'objet de graves accusations de corruption de la part du sénateur Dieuseul Simon Dera, qu'il avait accusé d'avoir reçu la somme de 30 000 $ américains d'un candidat à la députation. Mais d'après la commission d'éthique de la Fédération protestante, aucune évidence n'avait été trouvée pour une mise en cause du conseiller Desméraud dans cette affaire, de laquelle il est sorti blanchi. Pour sa part, Yolette Mingoal a suspendu temporairement ses activités pour se mettre à la disposition de la justice. Et quant à Ricardo Augustin, représentant du secteur catholique, il avait démissionné la semaine dernière. Rappelons que les 3 conseillers avaient vu leur nom éclaboussé dans des dénonciations proférées contre l'appareil électoral du CEP. Et Jude Célestin du parti L'Appel, lui, n'entend pas participer au second tour des présidentielles. C'est une information confirmée par l'intéressé et par son conseiller politique Rodolphe Joisil. Les recommandations de la commission d'évaluation devront être mises en application et un dialogue entre les protagonistes ouvert. Monsieur Joisil dit ne pas croire à la réalisation des élections le 24 janvier dans les conditions actuelles. On attend le dialogue politique pour que nous soyons capables de déterminer ensemble, et par consensus, qui l'élection a fait. On est convaincu que l'élection 24 janvier. Ajoutons que d'après Dieuseul Simon Dera, Jude Célestin peut se retirer de la course à n'importe quel moment en vertu de l'article 43.1 du décret électoral. Pour sa part, Jovenel Moïse, actuellement en campagne, dit vouloir s'accrocher aux décisions du CEP et aux prescrits du décret électoral. Que l'élection 24 janvier a deux candidats pour là-dedans. Il y en a les Jovenel Moïse, l'autre part les compétiteurs. Ça veut dire, et moi-même, moi pour aller, moi dis que le meilleur gars, c'est pas contre son élection là-dedans, parce que c'est une élection mais je continuer de travailler, faire campagne pour me vendre un programme, moi vision, projet. Moi clair qu'on 24 janvier. Nous prenons l'engouement pour le peuple là, nous confiance pendant 5 ans qui viennent pour nous capables de mettre le pays sur route prospérité. À 4 semaines de la fin de son mandat, le président Martelly a dénoncé les attaques virulentes et les diffamations portées contre lui et les membres de son administration. Le chef de l'État exhorte les citoyens qui n'appuient pas sa politique à le sanctionner, mais lors du prochain scrutin, tout en ajoutant que le gouvernement respecterait la volonté populaire exprimée dans les urnes. Question de n'importe qui ça son monde. Heureusement moi-même pas un problème ça. Tout le monde connaît Michel Martelly qui connaît les têtes de Simone. So là on va ça va déranger. Moi-même c'est avec ça que me fait quoi. Moi c'est avec ça me vivre. Donc il n'est pas dérangé. Même penser qu'il y a lieu d'éviter pour chaque monde de choisir pour mettre dans commission, ou bien dans CEP, ou bien dans poste, parce que politiquement, monde ça n'a pas la même idéologie avant, et puis pour détruire peut-être ça. Et pour détruire le monde, détruire net. Et puis pour le monde soutenir poste là, oublier côté détruire le monde, on va là, mais encore rien avec. Je pense que faut changer diffamation, dit n'importe qui ça. Parce que la presse là, faut pas tabac n'importe qui est parler, pas dire ça pour le faire non. Mais on monde qui a démonté société parce que la presse là
Pas besoin de parler. Parce que là, après ça, son directeur d'opinion lié. Et je pense que le cas joue un rôle de leader tout, dans diriger la société, amener de l'autre côté. On ne peut pas même Matéli dans la prochaine élection à sanctionner Matéli. On va sanctionner Matéli, parce que Matéli va faire coquin pour le bon encore. Nous ne pas quoi dans coquin. Nous quoi dans force, nous sommes gourmets. Nous ne pas éliminer. Ouais, nous ne pas disparaître, nous ne pas tuer. Nous avons décidé, nous ne pas faire carnaval nous. On n'a pas la faire par nous. Pour nous servir à même micro côté servi pour faire diffamation, nous allons faire par nous en micro tout, c'est liberté de la presse, il n'y a pas pour vous seulement, il faut pour moi tout. Zam égal. Et puis nous allons voir qui est-ce qui plutôt. La 50e législature est constituée. En effet, les 92 députés élus ont validé eux-mêmes leur pouvoir lors d'une première séance dimanche et c'est Scholzer Chancy, l'élu d'Ennery, issu du parti AAA, qui a été désigné président de la Chambre basse. De son côté, le Grand Corps a validé les pouvoirs des 14 nouveaux sénateurs élus et c'est le sénateur d'Enip, Jocelyn Privert, du parti Unité, qui a été élu président du Sénat. Pour en parler, nous recevons sur le plateau notre collaborateur Luc Nergaro et Lemoine Bonneau, éditorialiste pour le quotidien Le Nouvelliste. Bienvenue, messieurs. Merci, Daphné. Alors, ça y est, hein, le Parlement a été constitué, alors Luc Ner. Bon, on a pratiquement un Parlement avec 2 bureaux. Le bureau de la Chambre basse a été constitué le 11, jour de la rentrée parlementaire. Et on a vu le bureau du Sénat le 14, avec un président, un vice-président, et questeur, premier secrétaire et deuxième secrétaire. Donc pour le Sénat, on parle de Jocelyn Privert, président, Ronald Larège, vice-président, Fritz Carlos Lebon, questeur, François Lucas Saint-Ville, premier secrétaire, et Steven Benoît, deuxième secrétaire. Alors que pour la Chambre des députés, le président, c'est le député de Ennery, AAA, Haïti en action, Scholzer Chancy, et Jacques Saint-Louis, vice-président aux séances, et c'est un député sur la bannière de PHTK. Smith Romuald, vice-président aux affaires administratives, et c'est Palmis, parti de Jocel Simondera, et Abel Descollines, premier secrétaire, PHTK, et Hermano Exinor, deuxième secrétaire, Unité. Et on parle de Gary Baudot, député de Delma, bouclier, questeur, et Garcia Delva, vice-questeur, il est de PHTK. Donc les 2 bureaux ont été constitués. Le Parlement, je dirais, fonctionne. Désormais, ils peuvent tenir Assemblée nationale. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'Assemblée nationale, justement. Et le Lemoine Bonneau qui est avec nous ce matin, on va essayer rapidement de comprendre. D'abord, pour avoir été très présent au Parlement, le Lemoine Bonneau, est-ce une première dans l'histoire du Parlement que pratiquement une semaine après la date de la rentrée parlementaire, les bureaux ont été constitués, mais il n'y a toujours pas eu d'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu d'Assemblée nationale, et tant qu'il n'y a pas cette Assemblée nationale, les 2 chambres ne peuvent pas commencer à travailler. Parce que l'Assemblée nationale, le 2e lundi de janvier, c'est prévu par la Constitution, et c'est cette Assemblée qui doit permettre l'ouverture des travaux en chambres séparées. Tant que cette Assemblée ne se tienne pas, eh bien, il n'y a pas encore d'ouverture réelle de la session et les 2 chambres ne peuvent pas commencer à travailler en chambres séparées. Donc tout ce que les 2 chambres ont pu faire jusqu'à aujourd'hui, c'est constituer les bureaux. C'est fini. Aucune action ne peut être posée vraiment. Exactement, c'est fini. C'est prévu aussi par la Constitution. C'est qu'après les élections, il doit y avoir séance de validation des pouvoirs. Après validation des pouvoirs, il y a les élections pour la constitution des bureaux. Tout ça a été fait. Tout ça a été fait. Maintenant, il reste l'Assemblée nationale. C'est-à-dire les 2 chambres se réunissent en Assemblée pour l'ouverture de la première session annuelle. Et qu'est-ce qui empêche que l'Assemblée nationale ne se tienne? Là, ce sont les 2 bureaux. Ce sont les 2 bureaux. Les 2 bureaux doivent s'entendre. Le président du Sénat doit s'entendre avec le président de la Chambre des députés pour fixer une date pour la séance en Assemblée nationale et pour l'ouverture de la session. Donc en fait, ça va se tenir sous peu. Oui, ça va se tenir sous peu. Naturellement, je crois qu'au début de la semaine prochaine, ça va se tenir. C'est ce que j'estime. Mais tant que cette Assemblée ne se tienne pas, il ne peut y avoir de séance en chambre séparée. Lemoine Bonneau, et est-ce qu'il peut y avoir une raison politique à cette situation? Et je ne peux pas dire qu'il y a une raison politique parce que vous allez voir qu'au coin de la semaine, il y a eu mardi, et il y a eu d'abord la séance de validation des pouvoirs, les élections à la Chambre des députés, ensuite la séance de validation
au Sénat et les élections au Sénat. Maintenant, la séance en Assemblée nationale aurait pu se faire vendredi, mais la séance n'a pas encore eu lieu. Maintenant, j'estime que les deux présidents vont se concerter pour fixer une date pour la séance en Assemblée nationale. Et c'est bien sûr, ce sera la semaine prochaine. Voyons pour la constitution des bureaux maintenant et le moine Bono. Haïti en action et occupe la présidence à la Chambre basse. Et c'est Unité avec Jocelyn Privert qui occupe la présidence au niveau du Sénat. Avec cette configuration, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette 50e législature, ou du moins de cette première vague avec ces deux présidents à la tête des deux bureaux? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la Chambre des députés, ce sont des proches du pouvoir qui contrôlent totalement le bureau. Mais au niveau du Sénat, c'est le contraire. Ce sont beaucoup plus des opposants au gouvernement en place, autrement dit à l'exécutif en place. Ça veut dire que ce qu'on peut attendre, c'est qu'on doit attendre que les deux bureaux travaillent correctement. Parce que, premièrement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres éléments au niveau de la Chambre des députés. Il y a seulement un député de l'unité qui occupe et qui est deuxième secrétaire. Mais tous les membres du bureau, ce sont des proches du pouvoir. Et au niveau du Sénat, c'est le contraire. Mais ça ne va pas empêcher aux deux chambres de fonctionner de façon tout à fait correcte. Au contraire, il faut que ça fasse la balance. Donc Il y a quand même l'équilibre, ça va aider. Non, mais ordinairement, l'équilibre, c'est quand dans le bureau, il y a différentes tendances politiques. Mais ça, c'est le contraire. C'est la même tendance qu'on retrouve au niveau de la Chambre des députés. Ce sont des proches du pouvoir. Au niveau du Sénat, ce sont beaucoup plus des opposants. Maintenant, quelque part, on va peut-être assister à des scènes entre les deux chambres, mais pas entre les membres du même bureau. Non, mais n'oublie pas que chaque chambre est indépendante dans son fonctionnement. C'est ce que prévoit la Constitution. Les deux chambres sont indépendantes dans son fonctionnement, dans sa gestion, dans son organisation. Sauf, il y a des attributions qui sont communes, telles que prévues par la Constitution. Mais les deux chambres vont travailler sans difficulté. Mais là, dans ce cas, comme vous l'avez dit, s'il y avait différentes tendances au niveau du bureau, peut-être que ce serait mieux, en ce sens que désormais la Chambre des députés est occupée par des proches du pouvoir et le Sénat par, au contraire, des opposants au pouvoir. Donc, il n'y aura pas vraiment débat ou encore grand débat au sein des bureaux. Mais s'il doit y avoir des divergences, ce sera entre en assemblée, quand ils sont les deux bureaux ensemble. en assemblée. Oui, Est-ce qu'on peut parler d'avantages ou de désavantages en ce sens? Je ne vais pas dire d'avantages ni désavantages. L'essentiel, c'est qu'il y a deux bureaux. Chaque bureau est contrôlé par un courant politique. Mais ça ne va pas empêcher le fonctionnement réel des deux chambres. Quand on connaît le poids du Sénat, et le Sénat est occupé par les opposants au pouvoir... Le poids du Sénat, c'est vrai, mais n'oublie pas que nous sommes dans une situation de fin de règne. Et on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, notamment pour la présidence de la République. Ça veut dire que pour le moment, cela ne pose pas grand problème. Le Parlement ou encore le Sénat peut agir et empêcher qu'il y ait cette situation, une élection avec un seul candidat. Est-ce que le Parlement peut agir aujourd'hui? Oui, le Parlement peut agir comme pouvoir, co-détenteur de la souveraineté de l'État. Le Parlement peut agir. Le Parlement, le Sénat en particulier, peut sommer ou bien demander au CEP de stopper. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation inconfortable. Il y a une élection, il y a deux candidats et il y a l'un d'entre eux qui décide de ne pas y aller. Et il a évoqué des raisons. Maintenant, fort de cette situation, eh bien, le Sénat peut demander au CEP de stopper. Bien qu'aujourd'hui encore, il n'y ait pas de retrait officiel. Il n'y a pas de retrait officiel parce que pour qu'il y ait retrait, il faudrait qu'il y ait une lettre. Il faut qu'il y ait une lettre qui dit clairement qu'il décline. Mais cependant, nous sommes dans une situation politique et dans une situation de crise. Il a dit qu'il veut y aller, il peut y aller, mais à condition que les recommandations de la commission d'évaluation soient respectées. Et que ce conseil électoral provisoire ne soit plus là. Ne soit plus là. Ou bien qu'il y ait quand même un certain remaniement au niveau du conseil. Ça, il l'a clairement dit. Maintenant, si ces conditions ne sont pas réalisées, eh bien, il ne va pas aux élections. On a vu ces jours-ci
ça commence à démissionner au sein du Conseil électoral. Oui. On en est à trois personnes. Oui, il y a trois. Il y a d'abord Ricardo Augustin de l'Église catholique. Ensuite, il y avait Yolette Mengual qui s'est dit, qui se retirait, mais qui se met à la disposition de la justice. Ensuite, il y a le dernier, c'est Visionnaire Desméraud. Et il y a même Jacques Séus qui a conditionné encore. Voilà ce que vous avez dit. C'est bien, c'est qu'il y a Jacques Séus qui dit ne va pas participer aux activités du Conseil, mais qui ne démissionne pas encore. C'est ça. Ça veut dire que le Conseil, si le Conseil décide maintenant, c'est avec 5 membres. Or, 5 membres, il n'y a pas de quorum. Très bien. 24 janvier, c'est dans 8 jours. Dans 8 jours. Il n'y a toujours pas eu d'Assemblée nationale, donc le Parlement ne peut pas encore prendre de décision. Donc, si le Parlement devait s'attaquer à ce problème et pour essayer de faire le point et empêcher qu'on se retrouve le 24 dans une élection avec un seul candidat, le Parlement devait agir en quel sens pour éviter qu'il y ait aggravation de la crise? Bon, alors comme je vous dis, le Parlement, le Conseil électoral, c'est un conseil quand même indépendant, que ce soit le Conseil provisoire ou le Conseil permanent. Dès que le Conseil électoral a été investi dans ses fonctions, comme les conseillers ont été investis, maintenant c'est le Conseil indépendant. Le Sénat n'a pas effectivement des prérogatives pour empêcher le fonctionnement de l'institution électorale. Mais étant donné que nous sommes dans une crise, et quand il y a crise, la crise a des répercussions sur l'ensemble des institutions, à ce moment-là, et il y a une situation inconfortable, le Sénat peut décider ou le Parlement peut sommer le CEP dans cette situation. Dernière question, Laurent Bono, on va voir pour le 7 février, vu la configuration, on va tenir compte de la configuration du Sénat. Quels sont les scénarios possibles après le 7 février? Le scénario possible, c'est que la Constitution prévoit que après la fin du mandat du président, il doit y avoir passation. Maintenant, si les élections n'ont pas eu lieu le 24, il doit y avoir quand même, c'est que le président, selon la Constitution, le président est arrivé au terme de son mandat. Parce qu'avant, avec la Constitution de 1987, on peut prendre l'exemple de René Préval. Oui. René Préval était au pouvoir. Eh bien, le 7 février 1991, on avait d'abord amendé la loi électorale qui avait permis au président Préval de boucler entièrement son mandat jusqu'en mai 2011. Mais cependant, la Constitution amendée avait résolu ce problème. La Constitution amendée avait dit que, quelle que soit la date, si le président en exercice, si les élections ont eu lieu après le 7 février, quelle que soit la date au courant de l'année que le président va prêter serment, son mandat prendra fin à l'échéance du 7 février. Mais ça veut dire que là, pour le président Martelly, c'est clair, la Constitution amendée a déjà tranché. Ça veut dire que le mandat du président Martelly prendra fin le 7 février 2016. Même si les élections n'ont pas lieu. Pardon? Même si les élections n'ont pas lieu. Même si les élections n'ont pas lieu. Donc à ce moment-là, c'est une la transition. Constitution prévoit quoi? À ce moment-là, c'est le Parlement. Okay, le Parlement va se réunir, l'Assemblée nationale va se réunir pour décider. Décider de mettre un autre président, ou le Parlement peut-il décider de prolonger le mandat du président? La Constitution ne prévoit pas de prolongation du mandat du président. Okay. La Constitution le Parlement. Le Parlement peut mettre en place un gouvernement provisoire pour réaliser les élections. Uniquement pour réaliser les élections. Donc c'est ça, transition. Donc, alors là, ça peut être une transition de courte durée, mais une transition quand même. Ouais. Mais c'est le Parlement qui va décider. C'est le Parlement qui peut le décider. Voilà. Eh ben, je crois qu'on voilà que tout est dit. La semaine prochaine est décisive, donc, pour la suite de tout cela. Très décisive. Merci beaucoup. Le moine Bono. Merci, Luc-Maire. Il faut dire que Laurent Lamotte a jugé bénéfique l'entrée en fonction du Parlement pour le pays. Selon ses propos, il est urgent de se remettre au travail pour donner de l'espoir au pays et du travail aux chômeurs. Donc le fait que le Parlement a tourné, c'est déjà une victoire pour la démocratie en Haïti. Ça, c'est le premier barre. Deuxième barre, là, moi, je pense que les parlementaires qui là, ils peuvent gagner une approche qui peut être capable d'aider le pays à sortir dans sa ligne. Et je souhaite que vous mettez votre loi en priorité, parce qu'il y a un pile de loi pour voter. Parce que ce n'est pas normal, je dis à Wendell, que pour tout chômage qui est dans le pays, pour tous les jeunes qui sont dans l'université, qui cherchent un job, qui cherchent un emploi, qui cherchent la vie meilleure, qui cherchent un petit corps, pour eux, il faut
C'est un job pour eux, parce que nous ne pouvons pas voler. 12 janvier 2010, 12 janvier 2016, 6 ans depuis que le séisme dévastateur a endeuillé des centaines de milliers de familles. Et au mémorial Saint-Christophe, le président Martelly, qui s'est recueilli sur le site, a lancé un appel de solidarité entre tous les Haïtiens. Il a aussi invité tous les secteurs de la société à travailler ensemble pour le bien-être du pays. Il était 10h02 lorsque le chef de l'État est arrivé sur place pour cette visite d'hommage aux disparus du tremblement de terre. En pantalon noir et chemise blanche, c'est un Martelly froid, le visage crispé, qui est allé le premier se recueillir sur ce qui sert de pierre tombale aux victimes du séisme du 12 janvier 2010. Après ce moment de recueillement, le chef de l'État, escorté de son épouse, du Premier ministre et du président du Sénat Andrés Richer, est allé faire une offrande florale, un geste imité par certaines personnes présentes. Alors que le chef de l'État parcourait le site en pleine rénovation, la fanfare officielle a rendu un hommage musical à la mémoire des disparus. Une visite d'hommage, disait-on, mais dans la tête du président de la République, l'occasion a plus d'envergure. Songez que dimension sacrée, nous avons participé là-dedans, nous avons amplifié par le fait que nous n'avons pas bien construit, nous n'avons pas bien préparé, nous n'avons pas bien mis les gens en sécurité à travers les modes de construction pour que nous éviter toute catastrophe. Ça. Donc c'est un moyen aujourd'hui pour nous dire que nous avons fait mieux. Pour nous rentrer dans nous-mêmes, pour nous dire que nous avons fait mieux à tous les niveaux, pas dans reconstruire seulement, dans l'attitude. C'est dans le même fil de pensée que Michel Martelly, en fin de mandat, a lancé un appel à la solidarité entre les Haïtiens en vue de reconstruire véritablement Haïti. Et c'est la même tête ensemble qu'on a, pour nous construire pour une passer à l'autre, pour une supporter l'autre, parce que nous avons tendance à quitter la reconstruction à Haïti ou bien aller mieux à Haïti, à un président, un premier ministre ou bien à une organisation non gouvernementale. C'est pas ça du tout. C'est nous tous Haïtiens qui nous tête ensemble. Et Haïtiens ici et à l'étranger, il faut que nous définissions une nouvelle Haïti que nous voulons. Et à partir de ça, pour nous avoir une attitude correcte vis-à-vis de plein de gagnants pour nous construire Haïti que nous voulons. Comme toujours, Michel Martelly n'a pas raté l'occasion pour critiquer l'opposition qui ne lui a pas du tout facilité la tâche durant son mandat. L'heure est venue de prioriser Haïti, a répété Martelly, la voix cassée, poche des larmes, aurait-on dit. Un hommage a été rendu au cimetière de Port-au-Prince en mémoire des 300 000 personnes décédées lors du tremblement de terre. Le premier citoyen de la capitale, le maire Pierre-Gérald Cadet, a pointé du doigt les constructions anarchiques qui se multiplient dans la ville. Et puisque nous parlons de logement, c'est un problème qui en préoccupe plus d'un. Selon le directeur de l'EPPLS, à ce jour, seules 6 000 maisons ont été construites pour répondre aux besoins des sinistrés. Nous demandons à Parlement permettre que l'EPPLS, de concert avec Travaux publics, de concert avec le Laboratoire national, de concert avec OSAM, de concert avec les mairies, collectivités territoriales dans le pays, pour nous mettre tête nous ensemble pour nous prendre contrôle de la construction. Le contrôle de la construction, c'est donner des méthodes. Méthodes pour construire. Ce n'est pas n'importe comment on veut construire. Nous avons déjà gagné, fait recrutement plusieurs ingénieurs, plusieurs architectes, plusieurs topographes, plusieurs techniciens en construction pour capable supporter la population. Mais ça, l'État a fait. Parce que ça, ce n'est pas pour construire une nation, pour construire un pays, lui demander un pile de manches. Et c'est des manches de base pour nous commencer avant et après, au Galway, qui s'est concrétisé, qui s'est réalisé. Parallèlement, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications a organisé une journée de sensibilisation et d'information pour commémorer le 6e anniversaire du séisme. C'est une activité qui a pour but de réduire la vulnérabilité des bâtiments. On a un travail de formation et de sensibilisation qu'on est en train de faire pour s'assurer que
une construction est parasismique, il y a d'autres outils que l'État a prévus. Par exemple, il y a la loi de 1963 qui prévoit qu'on doit faire ce qu'on appelle l'instruction du permis de construire. L'instruction du permis de construire, c'est quoi? C'est déjà, si vous voulez, une sorte de contrôle qui s'exerce a priori avant même la construction de la maison sur les plans, les plans de ferraillage, sur le sol, sur l'environnement, etc. pour savoir est-ce que toutes les conditions sont réalisées, ok, pour que cette construction soit mise en place et de façon correcte et que cette construction puisse respecter et résister aux sollicitations sismiques. La population est très inquiète par la fièvre Zika transmise par le moustique tigre ou Aedes albopictus. Il faut dire que de nombreuses personnes en ressentent les symptômes qui sont similaires au chikungunya, à savoir fièvre modérée, éruption cutanée, douleurs articulaires et musculaires, conjonctivite. La fièvre Zika est bel et bien présente en Haïti. C'est une information finalement confirmée par le ministère de la Santé publique qui appelle au respect des consignes sanitaires. Éliminer les eaux stagnantes, utiliser une moustiquaire, porter des vêtements à manches longs et aussi utiliser des produits répulsifs. Et juste avant de refermer cette édition, la 10e édition du Festival de Jazz International aura lieu du 22 au 30 janvier dans 4 villes de Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, en passant par Jacmel et les Gonaïves, selon les responsables de la Fondation Haïti Jazz, Joël Widmayer et Milena Sandler, qui ont présenté le programme. La soirée de lancement aura lieu au Caribé Convention Center. Calendrier électoral oblige, c'est le vendredi 22 janvier que le lancement du 10e Pape Jazz Festival se fera, et non samedi comme prévu initialement. Une 10e plutôt spéciale selon Joël Widmayer, qui annonce la participation d'un grand nombre d'artistes de renom venus de 15 pays au total. Cela dit, cette année encore, la priorité est donnée à la qualité du spectacle, selon le batteur-chanteur qui est aussi président de la Fondation Haïti Jazz. Pour l'ouverture du festival, on aura Haitian All-Star Jazz. Alors, ce qu'on a voulu faire absolument cette année pour la 10e édition, nous avons invité tous les meilleurs musiciens jazz haïtiens. Enfin, nous sommes obligés de faire un choix. Il y a un pile qui vont, nous sommes obligés de faire un choix là d'ailleurs. Parmi les meilleurs, nous avons Goodwin Lewis, qui est sans doute un meilleur saxophoniste, Jean-Carl, trompettiste, Jonathan Michel à la basse, M. Mayer piano, Obed Calvert, batterie, Pauline Jean et vocal. Et nous parlons tout et artistes locaux qui sont invités, Regina Polica qui parle de musique avec, John Ben qui joue musique avec et tout. Donc voilà, nous essayons de grouper tous les musiciens ensemble. Bien sûr, ils habitent jouer ensemble, mais jamais en Haïti, ensemble sur une seule scène. Donc moi, c'est son super événement à pied. Et c'est pas un pile bel jazz qui parle tomber des vraiment meilleurs musiciens que nous mettons ensemble pour 10e édition. Si la reine de la bossa jazz, la brésilienne Eliane Elias, est l'invitée d'honneur de cette 10e édition, ce ne sont pas les grandes figures qui manqueront pourtant au Pape Jazz de 2016, que ce soit du côté haïtien avec Emeline Michel et Hérol Josué, ou de l'Allemagne, du Canada, de l'Espagne, du Chili, ou encore de la République dominicaine qui fait son grand retour. Ce sont les meilleurs qui ont été choisis. Sainte-Lucie, la Guadeloupe, la Martinique, la Barbade, le Panama, autant que la France, le Mexique et la Suisse seront aussi représentés. C'est donc avec le trio du guitariste Manu Kodjia que nous accompagnons cette 10e édition du festival cette année. Très grand guitariste, récompensé notamment par le Django d'or de la guitare en 2007 et par une nomination aux Victoires du Jazz en 2010. À cette importante édition, le Mexique a l'honneur d'être représenté par le groupe Pie Grande et une bande de la province d'Aguascalientes. Nous serons représentés par une grande artiste panaméenne, Yomira Jones, qui chante et interprète des rythmes afro-caribéens et un boléro jazz. La Suisse a participé à 2 niveaux à la 10e édition. Le premier niveau, c'est que nous avons donné un apport institutionnel où nous avons appuyé la sonorisation donc, des 10 scènes du festival. Et le deuxième niveau, c'est que nous allons accueillir le quartet Corps des Alpes, Pascal Chayer Corps Quartet, avec 4 musiciens. Pour s'assurer de la pleine réussite du Festival international du jazz de Port-au-Prince cette année,
Les organisateurs comptent sur une plus large participation du public, d'autant que l'entrée sera gratuite sur la majorité des scènes, rappelle la directrice de la Fondation Haïti Jazz, Milena Chandler. Et bon festival, et on vous attend le 22 ici au Caribé, et ensuite à partir du 25 à l'université Quisqueya. Comme tous les ans, la Fondation Haïti Jazz a pu compter sur le soutien de différents partenaires, au nombre desquels les ministères de la Culture et du Tourisme. Une nouvelle opportunité pour Haïti d'accroître sa cote de visibilité, vu l'attention qui sera accordée à ce festival par différents médias internationaux, selon les organisateurs. Metro News Magazine est terminé. Merci de votre fidélité. Restez branchés pour la suite des programmes.